Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. L'éducation est l'une des priorités de la feuille de route quinquennale du gouvernement et le Premier ministre en a largement fait cas au cours du bilan des 100 premiers jours du gouvernement. Dans ce numéro de Débat Éducation, nous allons analyser et rentrer dans le fond de toutes les questions-réponses éducatives abordées par la chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe. Débat thématique, c'est dans un instant. Le bilan des 100 premiers jours du gouvernement concerne plusieurs secteurs, parmi lesquels l'éducation. Et pour analyser ces réponses éducatives données par le Premier ministre, je suis sur le plateau avec Marcel Toyi. Marcel, bonsoir. Bonsoir, Dodo. Alors venons-en aux questions éducatives clés abordées par la chef du gouvernement. Elle a parlé de la construction de 25 000 salles de classe en 5 ans, à raison de 5 000 salles de classe par an dès le début de cette année 2021. Alors Marcel, quand on sait qu'il y a plusieurs axes dans le plan sectoriel de l'éducation, cette réponse donnée par le Premier ministre répond justement à quel axe de ce plan? Et puis cette décision répond à quelle politique éducative et quelle exigence du moment? Bien, merci Dodo. En effet, la construction des 25 000 salles de classe à raison de 5 000 par an, annoncée par le chef du gouvernement, répond effectivement à une disposition du plan sectoriel de l'éducation. Comme tu l'as si bien dit, le plan sectoriel de l'éducation a plusieurs axes et le premier axe, c'est l'axe accès. Quand on parle de axe accès, c'est tout ce qui est lié aux infrastructures et il est prévu dans les dispositions du plan sectoriel de l'éducation, dont j'ai le document ici, que l'État doit prendre toutes les dispositions, mobiliser les ressources pour construire autant de salles de classe en partant du préscolaire, allant vers le primaire, le secondaire 1, secondaire 2, enseignement technique, pour qu'il y ait suffisamment de salles de classe là où le besoin se fait véritablement sentir. Ça, c'est le premier volet de la chose. Maintenant, par rapport à la politique éducative, tu sais que c'est en 2008 que l'État a décrété la politique de la gratuité. Et quand on parle de la gratuité de l'école, eh bien, c'est tout un package dans lequel il y a plusieurs éléments, dont des réponses en termes d'infrastructure. Et l'État avait déjà commencé à mobiliser des ressources pour construire suffisamment de salles de classe afin de corriger la pyramide éducative. Parce que quand on parle de pyramide éducative, elle se présente sous forme d'un triangle dont la base, la pyramide éducative par rapport à l'accès, par rapport aux infrastructures, on constate qu'il y a beaucoup plus de salles de classe assez confortables dans les zones urbaines par rapport aux zones périurbaines et aux zones rurales. Alors, l'État avait mobilisé beaucoup de ressources, ça faisait quelque chose de 22 milliards pour le compte du Péri 1. Et il y a eu environ 2000 salles de classe qui ont été construites. Après, il y a eu le Péri 2 avec environ 13 milliards, où il y a eu aussi des constructions. Le PAREC 1 a fait construire aussi, et aujourd'hui, avec les projets comme pilotés par ANADEB, le PAPV et autres, même les délégations spéciales avaient contribué à construire suffisamment de salles de classe. Donc, ça, c'est une réponse à la politique de la gratuité. Le dernier élément par rapport aux salles de classe à construire, c'est l'impact de la Covid sur l'éducation. Le gouvernement, à partir de cette annonce, eh bien, nous constatons que le gouvernement a tiré effectivement les leçons de l'impact de la Covid sur le système éducatif. Parce que à partir de l'impact, qu'est-ce qui s'est passé? L'État ayant constaté qu'il y a moins de salles de classe pour que les enfants aillent normalement à l'école, a dû adopter le double flux. Le double flux, c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment de salles de classe. Et donc, le gouvernement, à partir de ces salles de classe, à construire, eh bien, est en train de donner des réponses en tirant leçon de l'impact de la Covid sur le système éducatif, est en train de donner effectivement des réponses. Et ce qui est intéressant dans le discours du chef du gouvernement, elle a dit que c'est un kit. Le kit, c'est la construction scolaire, c'est l'eau, l'adduction d'eau et l'outil informatique, en tout cas l'Internet et l'électricité qu'on doit mettre au niveau des salles de classe à construire en impliquant le privé.
Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, la manière dont certains départements à fonction transversale de l'éducation, comme le ministère de l'eau, comme le ministère de l'économie numérique fonctionnent de façon cloisonnée, eh bien, ils sont aujourd'hui impliqués pour apporter des réponses au plan sectoriel de l'éducation. Donc, voilà un peu l'analyse que nous pouvons faire par rapport à cette question liée aux constructions des salles de classe. Alors, Monsieur Marcel, pour construire des salles de classe, il faut d'abord que le pays dispose de la carte scolaire. Et c'est également l'un des sujets abordés par le Premier ministre. On sait que le processus est lancé et est en cours. Selon vous, Marcel, quel est le problème réel que le gouvernement veut résoudre à partir justement de cette carte scolaire? Oui, Dodo, merci. Enfin, en effet, l'absence de carte scolaire amène les acteurs à se comporter de façon désordonnée sur le terrain. Vous allez voir l'émergence des salles de classe de façon un peu désordonnée. Alors, c'est les populations qui construisent des édiles, des écoles d'initiative locale, des collèges d'initiative locale, des lycées d'initiative locale, et l'État se voit obligé à un moment donné de reconnaître en dotant ces édiles et autres là d'enseignants et finalement de salles de classe aussi. Alors, l'État veut corriger ces états de choses en faisant en sorte que, à partir de la carte scolaire, c'est l'État qui doit faire une étude pour voir où se trouvent les besoins. Parce que quelquefois, les communautés implantent des bâtiments scolaires sans que le besoin ne se fasse sentir là où on a implanté les bâtiments scolaires. Donc l'État en réalité veut prendre ses responsabilités. L'État veut prendre ses responsabilités en faisant la carte scolaire pour identifier le besoin là où le besoin se fait sentir de construire une salle de classe avec des critères bien définis, bien entendu. Vous voyez? Et donc c'est ça la fonction de la carte scolaire. Et donc l'État veut prendre ses responsabilités. Même quand vous voyez même dans plusieurs localités, les écoles privées. Il y a des écoles privées qui poussent n'importe où sans respecter la carte scolaire aussi. Alors, ces promoteurs privés, malgré tout le travail, de bon travail qu'ils sont en train de faire, seront obligés de se conformer maintenant quand la carte scolaire sera opérationnelle. Ça va corriger beaucoup de choses dans ce qui est lié à l'implantation des bâtiments scolaires. Alors, ça veut dire que cette carte scolaire est vraiment importante? Très, très importante. En appui à ce que Marcel vient de dire, nous avons interviewé pour vous le directeur de la planification du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat qui s'occupe de ce dossier relatif à la carte scolaire. L'élaboration de ce document est en cours. Nous avons fait le diagnostic. Actuellement, nous sommes en train de mobiliser les ressources pour pouvoir continuer. Vous savez que la pandémie a donné un coup à beaucoup d'activités qui étaient en cours. Donc, nous sommes en train de mobiliser les ressources pour pouvoir continuer et finir cette carte scolaire d'ici fin 2021. C'est grâce à la carte scolaire que nous saurons où est-ce que nous devons créer des écoles chaque année, combien d'écoles on doit créer chaque année. Donc, on ne va pas attendre que les communautés créent les écoles et qu'elles viennent nous demander de les reconnaître. Mais à partir de la carte scolaire, l'État sait combien d'écoles il doit créer chaque année, où est-ce qu'il faut implanter ces écoles-là. Et en même temps, ça me permet de maîtriser les besoins en salle de classe, les besoins en enseignants, les besoins en table-banc, en équipement, parce que c'est nous qui planifions maintenant tout ce qu'il faut mettre en œuvre. Quand on met en place une carte scolaire, c'est avec le niveau local, le plus décentralisé possible. Et aujourd'hui, c'est les communes que nous avons. Donc c'est un travail qui va se faire jusqu'aux communes. Chaque commune doit avoir sa carte scolaire et l'intégrer d'ailleurs dans son plan de développement de la commune. Quand la carte scolaire sera opérationnelle, ça veut dire que tout le monde sera satisfait de manière équitable. On ne va pas créer les écoles parce que tel a plus de pouvoir de négociation, mais c'est parce que le besoin est effectivement dans ce milieu-là. C'est pourquoi on crée l'école à ce niveau-là. Et donc vraiment, cette carte scolaire doit nous permettre de rapprocher l'offre de la demande réelle. Alors, quand les salles de classe seront convenablement construites au bon endroit, c'est-à-dire là où le besoin se fait sentir, il va aussi falloir des nouveaux enseignants qui vont répondre à l'ambition du gouvernement d'offrir une éducation de qualité aux apprenants. Le Premier ministre a répondu à une question posée par l'un des internautes par rapport aux enseignants volontaires. Marcel, que pouvez-vous dire par rapport à la politique enseignante du gouvernement? Oui, ce que nous pouvons dire, c'est que l'État, enfin le gouvernement a
a vu très tôt l'urgence et l'importance de disposer de ce document très important pour gérer la question enseignante. Et il y a 2 ans, le gouvernement a mobilisé des ressources auprès de l'UNESCO pour se donner 6 mois et sortir le document qu'on appelle politique enseignante. En fait, quelles sont les grandes dimensions de la politique enseignante qui va véritablement résoudre le problème de la question enseignante? Alors, je note très rapidement que ce document de politique enseignante prend en compte la formation initiale et continue. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce document, si l'État met suffisamment de ressources, on ne peut plus voir dans un établissement, qu'il soit public ou privé, un enseignant qui n'est pas passé par une école de formation. Et donc, quand il va te former, ça veut dire qu'il a eu la formation initiale et pendant son parcours, eh bien, il aura des renforcements de capacités continues pour passer du stade d'enseignant débutant pour aller à l'enseignant, à l'enseignant expert. Vous voyez? Ensuite, le recrutement, comment on recrute les enseignants? Il y a un modèle qui a été élaboré par l'UNESCO qui se trouve dans ce document et donc l'État va faire en sorte que le recrutement des enseignants respecte de toute façon les dispositions de l'UNESCO. Ensuite, la norme d'exercice de la profession enseignante. N'est pas enseignant qui veut, vous voyez. Alors, il faut répondre à un profil. Voilà, n'est pas prof de mathématiques qui veut, n'est pas prof d'enseignant, n'est pas prof d'anglais qui veut, n'est pas enseignant du primaire qui veut, etc. Donc, on fera en sorte que, eh bien, les normes de l'exercice de la profession enseignante soient respectées. Le déploiement des enseignants. Vous savez que beaucoup d'enseignants se plaignent que oui, ils voudraient qu'on les laisse dans telle localité ou dans telle autre. Mais dans des pays comme le Burkina et le Mali que nous connaissons un peu, eh bien, quand vous postulez par exemple à un concours de recrutement d'enseignants, pour l'ENI par exemple, vous cochez déjà avant l'écrit la région où le besoin se fait sentir. On vous présente le tableau qu'on a besoin par exemple dans la Savane. C'est un exemple banal que je donne. Dans la Savane, on a besoin de 40 enseignants. Dans le Grand Golfe, on n'a besoin que de 5 par exemple. Si vous crochez, dès que vous réussissez à ce concours, vous êtes déjà affecté. Vous voyez? Et donc, ça permettra d'éviter toutes les pressions que même les directeurs des ressources humaines et autres là subissent pour dire affecter mon cousin ici, par là, etc. etc. Ensuite, la structure et le parcours de la carrière de l'enseignant. Et les enseignants, on doit leur montrer comment on prépare sa carrière. Vous voyez? Et donc, toutes les dispositions sont contenues dans ce document. Les conditions d'emploi et de travail, les conditions de travail de l'enseignant. Dans quelles conditions matérielles de motivation dans lesquelles on doit mettre l'enseignant pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Tout cela est contenu aussi dans ce document. La gratification et la rémunération. Je sais que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre et qui pose tout le temps des problèmes de grève des enseignants, que oui, on ne leur a pas donné telle prime, etc., etc. Tout cela est contenu donc dans le document de la politique enseignante. Ensuite, la redevabilité des enseignants. Mais les enseignants doivent comprendre qu'ils ont des comptes à rendre. S'ils font de belles performances par rapport à ce pourquoi on les a payés, ils ont d'abord l'obligation de bien faire le travail et de rendre compte. Si cela n'est pas fait, eh bien, il y a des sanctions qui s'en suivent. Je vous donne un exemple. Il y a 3 ans, dans une des localités dont je préfère taire le nom, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Au CEPD, dans 2 établissements dans une région, 0%. 0%. Est-ce qu'il y a eu des enseignants, oui ou non? Est-ce qu'il y a eu des conseillers pédagogiques qui ont appuyé, oui ou non? Est-ce qu'il y a eu des inspecteurs, oui ou non? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? Donc, ils ont obligation de rendre compte de ce pourquoi ils sont payés et ils font le travail. Avant-dernier élément, la gouvernance scolaire et universitaire. Voilà, la gouvernance, c'est comment on gère le système pour que le système soit un système efficace et efficient. Et enfin, la représentation des enseignants dans le dialogue social. Vous voyez que l'État a bien fait depuis plusieurs années de mettre en place un cadre dans lequel toutes les parties prenantes se retrouvent pour discuter des questions liées à l'accord, voilà, à l'accord entre le gouvernement et les syndicats. Donc tout cela fait partie, n'est-ce pas, de la politique enseignante. Et donc c'est pourquoi Madame le Premier ministre a évoqué tout cela pour que les gens comprennent que, eh bien, l'État veut réglementer les choses, veut mettre de l'ordre dans la maison, mettre tout le monde à l'aise et que tout le monde sache que nous devons, chacun à ce qui le concerne, chacun doit rendre compte de ce pourquoi nous sommes payés pour faire le travail.
Alors, chers téléspectateurs, vous l'auriez compris, la politique enseignante du Togo repose donc sur plusieurs principes. Le secrétaire technique permanent du plan sectoriel de l'éducation en charge justement de cette politique enseignante a bien voulu nous éclairer davantage sur ce dossier important concernant les enseignants. Je vous propose d'écouter M. Akakou Noumado. Le document de politique nationale sur les enseignants, c'est un document qui veut rassembler tous les éléments nécessaires autour de la question enseignante en un seul document, de sorte à proposer des visions, des principes, à proposer des pistes de réflexion autour de ce que nous appelons la question enseignante. C'est un document qui est voulu par le gouvernement du Togo sur recommandation de la conférence mondiale de l'UNESCO sur l'éducation, qui a voulu faire de la question enseignante le pilier de l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans tous les pays. Et après la conférence donc, de Incheon en Corée, l'UNESCO a voulu accompagner tous les pays à élaborer un document qui va orienter toutes les actions autour des enseignants pour les amener à jouer leur rôle d'éducateurs, de formateurs pour améliorer la qualité de l'éducation. Je peux rapidement vous citer ces 9 dimensions que nous avons essayé de regrouper au Togo autour de 3 grands axes. Il y a l'axe efficacité, l'axe motivation et l'axe professionnalisme. Pour l'axe efficacité, nous avons la première dimension qui concerne les normes d'exercice de la profession enseignante. Il s'agit donc ici de définir d'abord le profil de compétences des enseignants pour chaque niveau d'enseignement et sur la base de ce profil de compétences, d'élaborer des référentiels de formation et de certification. À ce niveau aussi, il s'agit de réglementer la profession enseignante par la mise en place d'un organe qui va veiller à ce que les enseignants jouent effectivement leur rôle avec professionnalisme comme cela se doit. La deuxième dimension concerne la formation des enseignants. Et ici, le document propose un meilleur dispositif de formation des enseignants, selon lequel désormais au Togo, la formation des enseignants sera ouverte de façon permanente pour tous les niveaux d'enseignement, de sorte que à la fois les établissements publics et privés puissent disposer d'enseignants formés selon le référentiel de compétences élaborées. La troisième dimension porte sur le recrutement et la rétention des enseignants. Il s'agit donc d'abord au niveau du recrutement de confier un certain nombre de rôles aux différentes régions éducatives dans l'expression de leurs besoins, mais aussi dans le recrutement et la gestion des ressources humaines pour les établissements, et puis faire en sorte que les postes vacants soient ouverts et que les recrutements se fassent sur les postes vacants pour assurer une certaine rétention des enseignants dans les régions. La quatrième dimension porte sur le déploiement rationnel des enseignants. Il faut donc ici identifier des critères rigoureux et objectifs pour déployer, déplacer, affecter, muter les enseignants, tout en faisant attention à certaines zones prioritaires, défavorisées, dans lesquelles on a souvent des problèmes d'enseignants, des zones très éloignées où les enseignants n'aiment pas aller, et des zones également où il n'y a pas tous les équipements nécessaires pour que les conditions de vie soient acceptables. Donc ici, il faut des critères, il faut également des règles de motivation pour que les enseignants acceptent de se rendre dans ces zones d'accès difficiles, qu'on peut appeler zones d'éducation prioritaire.
Il y a également la dimension 5, qui est la première dimension de l'axe motivation, porte sur la structure et le parcours de carrière des enseignants. Dans le document de politique, il est proposé 2 évolutions possibles dans la carrière de l'enseignant. Soit une évolution horizontale qui permet à l'enseignant de rester dans sa fonction et de rester dans son niveau d'enseignement, mais d'évoluer en changeant un peu de rôle. Par exemple, au niveau du préscolaire et du primaire, il passera de professeur d'école stagiaire à professeur d'école en passant des examens professionnels. Il va devenir professeur principal et puis il va terminer comme professeur certifié. Au niveau vertical, l'enseignant peut évoluer de professeur d'école pour devenir un directeur, un chef d'établissement. Il peut également, en passant des concours, devenir un conseiller pédagogique. Et il peut finir en passant encore d'autres concours pour devenir inspecteur de l'enseignement. La dimension 6, qui se retrouve également dans l'axe motivation des enseignants, porte sur l'amélioration des conditions d'emploi et de travail des enseignants. Et ici, il y a des propositions qui sont faites pour faire en sorte que les enseignants puissent continuer à travailler avec l'espoir de voir leurs conditions de travail s'améliorer selon les limites des ressources mobilisables dans le pays. La dimension 7 met l'accent sur la gratification et la rémunération des enseignants. Ici, il est proposé le maintien de la discrimination positive dont bénéficient les enseignants par rapport aux autres agents de l'État, en matière de rémunération bien sûr. Il est proposé également des distinctions honorifiques pour les enseignants qui font de bonnes performances, qui arrivent à mener les élèves, les apprenants à réussir en grand nombre. Il est prévu également des avantages spécifiques, surtout non financiers, pour encourager les enseignants, pour motiver les enseignants à rendre un bon service au secteur de l'éducation. La dimension 8 aborde la question de la gouvernance scolaire et universitaire et fait de la gouvernance scolaire et universitaire un critère de bonne performance des enseignants. Et les postes de responsables d'établissement doivent être pourvus par voie de tests d'aptitude suivis de formation. Et la politique met l'accent sur la formation que tout responsable d'établissement doit recevoir avant d'entrer en fonction et les formations continues que les responsables d'établissement doivent suivre régulièrement pour mieux gérer les établissements scolaires. Le troisième axe, c'est le professionnalisme des enseignants et cet axe comprend les 2 dernières dimensions. La dimension 9 qui insiste sur la redevabilité des enseignants. C'est du nouveau. Pendant longtemps, on a pensé que l'enseignant peut venir donner son enseignement comme il veut et il n'a de compte à rendre pratiquement à personne. Eh bien, le document de politique met l'accent sur la redevabilité de l'enseignant envers les élèves d'abord, puisque les élèves doivent jouir de leur droit à l'éducation. Il faut que l'enseignant fasse son travail en répondant à ce droit que les apprenants ont d'avoir des enseignements de qualité. L'enseignant sera donc évalué. Il sera évalué par les apprenants. Il sera évalué par ses pairs dans le même établissement. Il sera évalué par les supérieurs hiérarchiques, de sorte que régulièrement, on puisse l'amener à améliorer ses prestations. Sur le plan externe, il sera également évalué par les conseillers pédagogiques et par les inspecteurs ou les autres corps de contrôle. La dernière dimension est la dimension numéro 10 et cette dimension a été proposée par le Togo. Et c'est une dimension qui insiste sur la prévention des conflits dans le secteur de l'éducation entre les organisations d'enseignants, donc les syndicats, fédérations de syndicats et les employeurs.
Et la dimension propose la mise en place de façon institutionnelle d'un cadre de concertation permanente dans lequel les enseignants vont être représentés et dans lequel toutes les questions liées au secteur de l'éducation seront discutées sans tabou. Et cela permettra donc aux enseignants de participer aussi à la gouvernance du secteur, de participer à la prise de décision et de participer à la recherche de solutions à tous les problèmes qui se posent au secteur de l'éducation. Donc voilà les 10 dimensions du document de politique, dimensions regroupées autour des 3 axes qui sont donc les ambitions du secteur de l'éducation pour la question enseignante au Togo sur les 10 prochaines années. Alors, avec des enseignants formés et motivés, reste aux élèves de bien s'orienter pour ne pas rester sur les carreaux à la fin de leur cursus scolaire. Je veux en venir aux questions d'orientation scolaire. Au cours du bilan des 100 premiers jours du gouvernement, le Premier ministre a dit avoir instruit son ministre des Enseignements à accélérer la stratégie d'orientation scolaire. N'est-ce pas une bonne nouvelle, Marcel? Très bonne nouvelle parce qu'elle était très attendue, cette question de l'orientation scolaire et professionnelle des élèves. Alors, en fait, le problème est si sérieux qu'il a fait l'objet d'une communication lors d'une revue sectorielle, je crois que c'est la revue sectorielle de 2018, où le directeur de l'orientation scolaire et professionnelle du SINIOPS était venu faire une communication pour présenter l'état des lieux de son service et l'état des lieux qui a même été reporté dans le nouveau plan sectoriel de l'éducation a montré clairement que ce service n'est pas fonctionnel. Il n'est pas fonctionnel, pourquoi ? Tout simplement parce que le personnel qui est au SINIOPS ne répond pas au profil. Le SINIOPS n'a pas un plan de communication, le SINIOPS n'a pas une stratégie de communication, le SINIOPS n'a pas un plan de communication et un budget pour pouvoir déployer la question de l'orientation scolaire. Alors ça fait que sur le terrain, les élèves sont déroutés, les parents sont déroutés, on envoie les enfants dans des filières dont on n'a plus besoin. Tu te souviens qu'il y a 2 ans, c'est le ministère même qui a commandité une étude pour voir que deviennent les sortants, par exemple, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique. Mais les résultats sont clairs. Maintenant, est-ce que ces résultats sont partagés? Les résultats montrent clairement que ceux qui optent pour les filières communication, on n'a plus besoin de beaucoup d'entre eux. Ceux qui optent pour les filières droit, on n'a plus besoin de beaucoup d'entre eux, etc., etc. Donc les résultats scientifiques sont ressortis. Ceux qui font sociologie, on n'a pas suffisamment besoin d'eux. Et donc, il est question que c'est la communication sur l'orientation qui permettra aux gens de savoir qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les filières porteuses. Les filières porteuses sur la base de l'étude faite par l'Agence nationale de promotion de l'emploi. Maintenant, l'autre problème au niveau de l'orientation, c'est quoi? C'est le lien fonctionnel qui n'existe pas entre le SINIOPS et les autres services de l'État qui gèrent la question de l'orientation. Par exemple, vous voyez, ANPE ne travaille pas suffisamment avec le SINIOPS. Vous voyez, l'ANPE a plus de moyens que le SINIOPS. Vous voyez, et au niveau même des ministères sectoriels, les ministères enseignement supérieur, enseignement technique, enseignement primaire et secondaire, il y a des cellules d'orientation qui ne travaillent pas de façon synergique pour montrer que le plan sectoriel de l'éducation est un plan qui permet de coordonner les actions d'orientation. Et donc, c'est pour résoudre tous ces problèmes-là qu'il était important qu'une mission soit confiée au ministre de l'enseignement primaire secondaire pour que véritablement cette question de l'orientation scolaire permette désormais de donner des réponses que les acteurs attendent, les élèves attendent. Voilà. Et donc, voilà un peu pourquoi c'était important qu'on revienne là-dessus pour montrer que le gouvernement a bien fait de mettre véritablement l'accent sur la question de l'orientation scolaire. Maintenant, on en est où? Bon, voilà, on va le savoir bientôt. Alors, comme nous l'avons fait avec la question enseignante et la carte scolaire, le directeur du Centre national d'orientation scolaire et professionnelle nous a situé sur le niveau d'avancement de l'élaboration de la politique et de la stratégie d'orientation scolaire. Écoutons-le. Vous vous rappelez très bien, et c'est lors de la revue conjointe du plan sectoriel de l'éducation de juin 2018 que les recommandations ont été faites par tous les acteurs après la présentation de la communication sur la question d'orientation. Et donc, à l'issue
de cette revue, nous avons continué le travail. Nous avons élaboré les TDR et nous sommes passés à la recherche d'un financement pour pouvoir réaliser l'élaboration du document. Effectivement, nous avons eu un financement et tout le processus qui devait aboutir à l'élaboration, nous sommes au bout actuellement. Et actuellement, nous sommes en train de préparer le plan général, le programme général de l'élaboration de ce document sous l'accompagnement d'un consultant qui a été déjà recruté et le contrat signé avec le ministère. Et donc, nous sommes dans les jours à venir. Si les autorités valident ce programme, je crois que le mois à venir, le processus sera lancé. Il faudra un délai de 6 mois. Alors, les gens s'inquiétaient et se disent le SINIOPS est un SINIOPS du ministère de l'enseignement primaire secondaire. Est-ce que le document qui va sortir est un document du ministère seul ou bien les autres départements sectoriels trouveront aussi leur compte dans ce document? Qu'en est-il exactement? Merci, c'est une question très pertinente. Effectivement, le SINIOPS tel qu'il était conçu était une direction du ministère des enseignements primaires secondaires. Mais aujourd'hui, nous devons dépasser ce cadre parce que la question d'orientation est une question transversale qui intéresse aussi bien le ministère des enseignements primaires, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'enseignement technique, le ministère de l'action sociale et de l'alphabétisation, toutes les structures qui font la formation, les universités. Donc la question d'orientation contient tous ces acteurs. Donc, être cloisonné au ministère de l'enseignement primaire et secondaire, ça veut dire que nous ne réussirons pas à jouer notre rôle. Donc il faut sortir les seniors sous la leçon et en faire un service transversal qui s'occupe à la question, la question de scolaire, de la formation professionnelle, de la question d'insertion des jeunes et avec tous les autres acteurs qui interviennent dans le domaine. Ok. Et si je peux compléter, oui. Si vous voyez l'arrêté interministériel qui a été signé, vous allez voir que c'est 4 ministères qui ont signé, 4 ministres ont signé. Mais si vous voyez dans l'arrêté de nomination, vous allez voir qu'il y a 8 ministères qui ont été pris en compte pour participer à l'élaboration du document, afin de le rendre le plus inclusif que possible. La question de l'orientation est une question qui doit être à la base de la résolution du problème de l'insertion professionnelle. C'est fondamental. Et de la réussite scolaire. D'abord, cette question, ce document va permettre de résoudre le problème d'échec scolaire, va permettre de résoudre le problème d'insertion professionnelle, parce que ça va conduire les apprenants à une maturation vocationnelle avant de rentrer à l'université. Avant que l'enfant ne rentre à l'université, il doit savoir pourquoi il va à l'université, il va aller faire quoi, et à la sortie, quelle porte ça le diplôme qu'il obtient lourd. Donc ça va résoudre énormément ce genre de problème. Ça, c'est ceux qui vont jusqu'à l'université. Maintenant, ceux qui vont sortir plus tôt que prévu. Ceux qui vont sortir plus tôt, l'information va leur permettre de voir les filières courtes, d'avoir la connaissance, l'information sur les filières courtes qui peut leur permettre de s'insérer professionnellement et surtout les secteurs porteurs. Et nous n'allons pas perdre de vue tout ce que le PND nous propose. Aujourd'hui, l'orientation du PND est claire. Il faut des formations pratiques. Donc, nous allons, à partir des informations, pour ceux qui ne peuvent pas aller jusqu'à l'université, leur donner les informations sur les filières courtes qui existent ici, qui se créent même d'ailleurs aujourd'hui. Et nous allons leur donner des informations par rapport à ces filières courtes et qui vont leur permettre de s'insérer. Et ça va résoudre énormément le problème de chômage dans le pays.
Alors Marcel, quelles sont selon vous les autres grandes avancées éducatives que le Premier ministre n'a pas pu aborder compte tenu de la densité des sujets? Alors, si tu permets, je complète rapidement au niveau de l'orientation. Je sais que par rapport à notre travail, toi et moi, nous allons souvent sur le terrain pour écouter les acteurs. Alors, une fois, par rapport aux questions d'orientation, j'ai posé la question à des élèves du préscolaire. Je dis, toi là, qu'est-ce que tu veux devenir demain? Il dit, je veux devenir celui qui pique les gens, c'est-à-dire docteur. C'est enfant du préscolaire. Toi, tu veux devenir quoi? Je veux devenir celui qui compte l'argent, c'est-à-dire expert comptable. Ah oui. Toi, tu veux devenir quoi? Je veux devenir celui qui conduit, c'est-à-dire aviateur, série C, bac plus 5. Au même moment, je pose la question à un élève qui venait à peine de recevoir, de réussir au baccalauréat. Qu'est-ce que tu vas faire au campus? Il dit, je vais aller pour voir. Vous voyez, il y a un sérieux problème. Vous voyez? Autre exemple, je suis allé dans des coins un peu reculés, vous voyez, parce que souvent nous allons dans des zones rurales pour aussi animer des émissions avec les acteurs et les élèves. Je dis, mais vous là, qu'est-ce que vous voulez devenir? La plupart disent qu'ils veulent devenir président de la République. Parce que c'est lors des campagnes qu'on voit, n'est-ce pas, les politiciens rentrer dans les coins et les recoins pour parler. Et la campagne présidentielle est la plus retentissante, vous voyez, par rapport aux législatives, etc. etc. Vous voyez? Alors donc, et aucun élève ne dit je veux devenir un mécanicien spécialisé, un menuisier spécialisé, un cordonnier spécialisé, un cuisinier spécialisé. Personne ne dit cela. Vous voyez, ça montre qu'il y a un déficit d'information sur les possibilités qui s'offrent aujourd'hui aux enfants et aussi de tout le mécanisme que l'État a mis en place pour permettre aux enfants et aux jeunes aujourd'hui de comprendre que c'est l'entrepreneuriat qui est soutenu et promis par l'État. Vous voyez, et tout un département est consacré, ou une direction est consacrée aux questions liées, n'est-ce pas, à l'orientation des enfants et à l'entrepreneuriat des jeunes. Quand on parle du FAED, par exemple, etc., on nous montre souvent beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément fait de grandes études, mais qui brassent des millions. Vous voyez, et donc c'est important que la communication, le problème, la stratégie qui va être élaborée et le plan de communication qui va en sortir permettent d'informer les jeunes dans tous les coins du Togo que les possibilités s'offrent aujourd'hui et l'État a mis tous les mécanismes pour informer les jeunes. Maintenant, venons-en à ta question. Oui, c'est vrai que quand on a suivi Madame le Premier ministre, le temps n'a pas permis vraiment qu'elle rentre dans les détails de certaines avancées. Quelques avancées, par exemple, c'est la validation du plan sectoriel de l'éducation. Vous voyez que le plan sectoriel de l'éducation, ce document, c'est un document de mobilisation de ressources. Un pays qui n'a pas le plan sectoriel de l'éducation n'a pas l'argent du péri. Vous voyez? Donc, c'était une conditionnalité des partenaires techniques et financiers pour que tous les États élaborent le plan sectoriel de l'éducation, fassent en sorte que ça soit validé de façon consensuelle avec l'implication de tous les acteurs, aussi bien de la société civile, des PTF, ONG, etc. Et maintenant, de pouvoir maintenant démontrer que le document est un document de référence et que c'est à partir de ce document qu'on peut monter maintenant des projets pour répondre aux questions liées à tous les axes du plan sectoriel de l'éducation. Accès, qualité, gouvernance, pilotage, etc. etc. Donc ça c'est un document, la preuve, après ce document, l'État a déjà envoyé sa requête pour le péri 3 qui est attendu. Maintenant, l'autre élément très important, c'est le nettoyage vraiment de ce qui créait la frustration au niveau de certains départements comme le ministère des enseignements primaires et secondaires. Imaginez, avant l'arrivée de Kokoroko, mais il y avait plus de 12 directeurs centraux qui sont partis à la retraite. C'était 2 ans, d'autres 4 ans, d'autres 5 ans, mais on leur a signé des contrats. Mais dans quelle administration on peut fonctionner comme ça? Les gens qui s'attendent à prendre des responsabilités seront frustrés. Et donc, rapidement, il a été pris des arrêtés pour remplacer tous ces retraités. Et ça, c'est quelque chose de très fondamental parce que l'administration publique veut que quand tu es à la retraite, il faut partir pour que les jeunes prennent la place. Voilà. L'autre élément, c'est le déploiement des formateurs des ENI. Vous voyez que quand l'État a voulu faire la réforme des ENI pour que aujourd'hui les curricula qui vont servir de formation des enseignants dans les écoles normales des instituteurs, eh bien, ça a pris un peu de temps, ça a plus de 2 ans. Durant les 2 ans, on payait les formateurs des ENI et ils ne faisaient rien. Puisque leur travail c'est de former les enseignants, comme les élèves maîtres. Comme les élèves maîtres, il n'y a pas de recrutement, eh bien, ils sont à la maison, donc, alors qu'ils auraient pu être redéployés provisoirement. Et c'est ce que le gouvernement, à travers le ministre Kokoroko, vient de faire. Et
selon que tu es par exemple à l'ENI d'Apaon, on te déploie dans les inspections. Pour venir en appui, n'est-ce pas, aux inspecteurs et aux conseils pédagogiques. Selon que tu es à l'ENI Djamtougou, même chose, Sotouboua, Adeta, Tablibo et Gontien, voilà, on te déploie dans ta région pour venir en appui provisoirement. Voilà, ça c'était quelque chose de très important pour la gestion rigoureuse du personnel. Vous voyez? Alors ça c'était un élément aussi important. L'autre élément c'est le recrutement des enseignants pour le ministère. Mais le déficit d'enseignants est criard d'année en année, et alors que le plan sectoriel de l'éducation, pour répondre à l'axe accès, à l'axe qualité plutôt, voilà, à l'axe qualité, voudrait qu'on recrute au moins 1000 enseignants par an pour combler le vide, n'est-ce pas? Et donc, ce concours a été lancé. Maintenant, le lancement du concours de recrutement du personnel d'encadrement, les inspecteurs et les conseils pédagogiques. Là, c'était un problème très sérieux dans le système. Très sérieux parce que ça avait obligé d'ailleurs le ministère, le fait qu'on n'a pas lancé le concours de recrutement à temps, ça avait obligé le ministère à faire quoi? À confier, n'est-ce pas, 3 inspections à un seul inspecteur. Mais c'est un seul problème. Ailleurs, c'est le conseil pédagogique qui manque, mais vraiment c'était un problème très sérieux et qui impactait vraiment la qualité de l'éducation. À partir du moment où il n'y a pas le suivi des enseignants, eh bien, l'enseignant qui est là, qui n'a pas de visite de l'inspecteur, etc., de renforcement de capacité, eh bien, s'il n'a pas la conscience professionnelle, ben, il va faire ce qu'il veut. Et finalement, c'est les enfants qui en pâtissent. Et on aura injecté de l'argent pour rien. Ensuite, la redynamisation du cadre de dialogue entre le gouvernement et les syndicats. Ça, c'est un élément très important parce que vraiment, on en a marre, n'est-ce pas, des grèves perlées que nous avons connues dans le système. Voilà. Nous ne sommes pas là pour accuser X ou Y, non, ce n'est pas dans ce schéma, mais on se dit vraiment quelque chose devait être fait pour qu'il y ait une certaine accalmie pour permettre aux enfants d'avoir accès à leur droit à l'éducation et ne pas subir, n'est-ce pas, les conséquences des grèves perlées, etc. etc. Et aujourd'hui, le gouvernement est sur la bonne voie en faisant en sorte que tous les centrales syndicales se mettent dans un creuset pour pouvoir discuter de la mise en œuvre, n'est-ce pas, du protocole d'accord. Voilà. Et nous espérons que les engagements seront respectés de part et d'autre pour permettre que l'année scolaire qui a bien démarré puisse aboutir. Maintenant, le dernier élément, à mon avis, c'est l'importance de la communication sur l'éducation. Vous voyez, depuis plusieurs années, les acteurs de l'éducation, les activistes de l'éducation, les spécialistes en éducation ont déploré le fait que ce soit au niveau du ministère de l'enseignement primaire secondaire, que ce soit au niveau du ministère de l'enseignement technique, que ce soit au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, ils ne réunissent pas les conditions pour qu'on parle de communication en éducation. Parce qu'il y a 3 conditions à remplir. La première, c'est d'avoir un spécialiste en éducation. Ils en ont. La deuxième, c'est d'avoir un plan de communication. Certains ont quelque chose qui s'appelle plan de communication, mais ce n'est pas encore ça parce que j'ai eu le temps de jeter un coup d'œil. Et la troisième condition, c'est la ligne communication. Voilà, le budget communication pour permettre à ce monsieur de faire le travail qu'il faut. Mais les deux, je peux dire que les 2 conditions sont réunies, la troisième n'est pas réunie. Si la troisième n'est pas réunie, eh bien, il ne peut pas avoir communication. Alors que dans sa conclusion, Madame le Premier ministre a insisté sur l'importance de communiquer, de rendre compte. Mais si vous voulez rendre compte, vous allez rendre compte, si vous n'avez pas un plan de communication, vous n'avez pas un budget de communication, comment vous pouvez le faire? Alors donc, pour nous, c'est un appel très important que Madame le Premier ministre a lancé à ces ministres de l'éducation pour qu'ils comprennent qu'il faut réunir les 3 conditions pour qu'on parle communication dans le secteur de l'éducation. Alors, chers téléspectateurs, ce sont là autant d'actions, autant d'initiatives qui vont booster le secteur éducatif. Et pour appuyer ce que vous venez de dire, je dirais qu'il y a aussi d'autres programmes qui se poursuivent en faveur des élèves. Il y a par exemple le programme School Assure que le gouvernement a décidé de poursuivre au profit des élèves. D'ailleurs, près de 2 millions d'apprenants en ont bénéficié dans plus de 6 000 établissements publics sur toute l'étendue du territoire. Et ce programme de protection sociale a impacté significativement aussi bien les apprenants que leurs parents. Il y a aussi le programme de cantine scolaire qui va bien évidemment se poursuivre au profit des apprenants. Ce sont des programmes parmi tant d'autres. La motivation des filles qui réussissent de façon excellente au bac qu'on a vu la dernière fois. Voilà. Donc, ce sont autant de programmes qui vont renforcer l'éducation et qui vont augmenter le taux de scolarisation des apprenants et réduire la déscolarisation. Avant de clôturer cette émission, nous allons marquer une petite pause avec cette bande dessinée réalisée par la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous pour sensibiliser les élèves sur le respect des mesures barrières.
Je suis enfant ou jeune, je suis un élève handicapé ou non. Il me faut une bonne santé pour jouir parfaitement de mon droit d'aller à l'école. Le coronavirus peut aussi me l'empêcher. Afin de me protéger et protéger mes camarades contre le coronavirus, j'exécute les gestes simples suivants qui sauvent la vie. Je couvre ma bouche et mon nez avec un cache-nez. Je porte mon cache-nez partout, en classe, dans la cour, dans les couloirs, dans la rue, en groupe. Je lave mon cache-nez chaque jour. Si mon cache-nez est à usage unique, je le jette immédiatement à la poubelle après usage. Je n'utilise jamais le cache-nez de mon camarade ou d'une autre personne. Je tousse dans le creux de mon bras ou dans un papier mouchoir. Je jette immédiatement le papier mouchoir après usage à la poubelle. Je lave régulièrement mes mains avec de l'eau et du savon ou je les nettoie régulièrement avec le gel hydroalcoolique. Je nettoie régulièrement tous les objets que je touche, principalement mes aides techniques telles que le tricycle, les lunettes et les cannes. Je garde toujours une distance d'1 mètre au moins entre les autres et moi, même pour dire bonjour. J'évite tout contact étroit, non protégé avec mes camarades et les autres personnes, surtout s'ils souffrent de la fièvre et ou de la toux. Je consulte vite un médecin en cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires où j'appelle le 111. Pour éviter le coronavirus, mes camarades, faites comme moi. Et vous, papa, maman, enseignants et adultes, ne cessez jamais de nous rappeler ces gestes simples. Alors Marcel, quelle conclusion au vu de toute cette analyse des réponses éducatives données par Madame le Premier ministre au cours des 100 premiers jours du gouvernement? Bien, merci Dodo. Nous estimons qu'une nouvelle dynamique s'est installée dans le sous-secteur, dans le secteur de l'éducation, avec une planification stratégique très claire, ce qui est une véritable innovation au Togo et même dans la sous-région, parce que nous connaissons ce qui se passe dans les autres pays où on gère les choses au quotidien sans planification claire. Et nous avons la chance véritablement de faire un bon départ avec cette planification qui est annoncée par Madame le Premier ministre. Maintenant, aux acteurs de la société civile aussi de jouer aussi leur rôle, de contrôle citoyen et de suivi des engagements de l'État pour qu'on s'assure que d'ici 1 an, 2 ans en allant, eh bien, tous les engagements sont respectés. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de Débat Éducation. Merci Marcel pour toutes ces analyses et tous ces détails apportés. On se retrouve mercredi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.